crue a atteint un niveau sans précédent depuis 1980. Les dégâts, vous le voyez, sont impressionnants. On en parle évidemment avec nos invités ce soir en plateau. Frédéric Decker, vous êtes prévisionniste, météorologue à Météo News. Merci d'être avec nous. Bonsoir à vous. Bonsoir Benoît Hartmann, géographe, spécialiste des questions environnement. Jérôme Perrin, vous êtes chargé de mission opération à la protection civile. Merci également de nous accompagner. Bruno Jeudi, vous êtes notre éditorialiste politique BFM TV. On a vu sur place Édouard Philippe cet après-midi s'adresser aussi à ces naufragés, à ces habitants évidemment qui sont aujourd'hui exaspérés. Vous nous ferez un point sur cette prise de parole également et sur ces échanges dans un petit instant. On va d'abord rejoindre Amélie Rosic pour BFM TV avec Bernard Horry. Amélie Rosic, vous êtes à Villegayenc, vous, au nord de Carcassonne, cette commune où il y a eu des dégâts considérables, mais surtout 2 personnes qui ont perdu la vie. Ce soir, comment gère-t-on la situation ? Bien d'abord, évidemment, tous ces habitants, ils sont sous le choc. Je ne peux pas vous le montrer ce soir puisqu'il fait nuit noire. Il n'y a plus d'électricité dans la majorité des rues, mais on a le sentiment qu'un véritable ouragan a retourné intégralement ce village de 1500 habitants. Ici, nous sommes dans la cantine scolaire et depuis ce matin, la mairie a organisé un accueil, une cellule de crise. Finalement, une quarantaine de personnes, des habitants ont été accueillis ici. Vous le voyez derrière moi, ils ont pu se restaurer. Il y a un point chaud avec une possibilité de prendre des cafés. Et puis aussi, l'objectif de la mairie, c'était de répertorier les personnes qui ne pouvaient plus dormir chez elles, puisque l'eau a envahi, je vous le rappelle, tous les rez-de-chaussée de toutes quasiment les maisons de ce village. Et des solutions d'hébergement ont été trouvées pour la majorité des habitants qui ne pouvaient pas dormir chez eux ce soir, à voir pour les jours à venir. Je vous propose d'écouter l'un de ces habitants sinistrés qui a été terrorisé par la nuit qu'il a passée hier. Il s'appelle Gauthier. Le niveau de l'eau et l'eau a fait que le contreplaqué, enfin la partie l'enlevoise sont des trucs qui sont quand même assez épais en fait, a décollé complètement cette partie du mur et elle est tombée en morceaux jusque là-bas. Elle a décroché jusqu'au compteur et les plaques qui permettaient de maintenir le compteur contre le mur. Ça fait peur quoi, parce que ça monte vite. En 1 heure, on a eu l'eau jusque là à peu près. À votre hauteur? À ma hauteur, et puis à 2 h du matin, quand on dort, avec une petite fille qui dort dans la chambre à côté, c'est vrai qu'on se dit que ça peut aller très très vite. Ça peut aller vraiment très vite. Donc premier réflexe? Sauver ce qui peut l'être quand l'eau est très très basse, et puis une fois qu'on se rend compte qu'on n'arrivera pas à endiguer l'eau, c'est sauver la famille, c'est-à-dire prendre les matelas, monter le plus haut possible pour nous au 2e étage, et puis se mettre là-haut et attendre que ça passe. Cette cellule de crise qui a donc été montée par la mairie restera ouverte ici au sein de la cantine scolaire toute la nuit et aussi à minima toute la journée de demain. Sachez également qu'une cellule psychologique a été ouverte au CHU de Carcassonne pour prendre en charge toutes les victimes collatérales qui sont extrêmement choquées par ce qu'elles ont vu la nuit dernière. Amélie, où en sont plus généralement les opérations de secours ? Les opérations, elles se sont déroulées toute la journée. Il y a eu d'abord les opérations de secours, c'est-à-dire purement de sécurisation des personnes, donc d'évacuation de ceux qui étaient encore en danger et qui se trouvaient au 1er étage des maisons, coincés par exemple. Ensuite, il a fallu lancer les opérations de déblaiement. Encore une fois, dans le village, on a le sentiment qu'un ouragan est passé par là, une énorme vague, un torrent. Résultat, des dizaines de voitures ont fait des tonneaux, se sont retrouvées les unes sur les autres. Donc toutes ces voitures, il faut réussir à les dégager pour faciliter ensuite les opérations, c'est-à-dire le pompage de l'eau et évidemment à terme le rétablissement de l'électricité sur toute la commune. Pour le moment, Enedis a pu rétablir grâce à un générateur uniquement 150 foyers ici. Amélie Rosic, merci à vous avec Bernard Horry à Villegayenc pour BFM TV. C'est donc au nord de Carcassonne. Merci. Frédéric Decker, vous êtes prévisionniste, vous êtes météorologue. Comment a-t-on pu vivre cela la nuit dernière et cette journée Là, on est toujours à l'heure actuelle en alerte rouge sur l'Aude, alerte au cru, vous allez nous en dire plus dans un petit instant. Mais comment a-t-on pu en arriver là ?
Simplement, il y a eu un phénomène très violent pendant plusieurs heures, donc vraiment sur un espace assez limité, avec donc un vent de sud-est qui a apporté énormément d'humidité et de chaleur en provenance de Méditerranée, qui est venu buter sur les montagnes noires, qui est resté bloqué ensuite, et donc qui a déversé effectivement d'importantes quantités de pluie. On a eu jusqu'à 300 mm de pluie dans le secteur de Trèbes, et donc forcément de telles quantités de pluie sur des sols déjà assez humidifiés, puisqu'il avait déjà pas mal plu en début de semaine, et bien tout de suite ça a rempli les cours d'eau très rapidement, malheureusement avec des crues vraiment records dans certains secteurs, et forcément ça a provoqué les conséquences que l'on a vues. Benoît Hartmann, c'est là où je me tourne vers vous et où je me dis, qu'est-ce qui se passe dans ce département? C'est pas la première fois qu'il est touché, 1999, entre autres, dans l'Aude. On se dit quoi? On se dit les infrastructures, est-ce qu'elles répondent à ces conditions météo, même si ça se produit une fois tous les 10, 15, 20 ans? Est-ce qu'effectivement, le problème vient des sols qui n'ont pas réussi à absorber assez vite cette quantité d'eau? Vous avez raison, c'est tous les ans, malheureusement, qu'il y a des catastrophes suffisamment importantes pour engager la vie des gens et les infrastructures dans ces régions, parce qu'on est dans un contexte très particulier de climat méditerranéen avec des épisodes cévenols qui sont fréquents. Mais là où vous avez raison, c'est que ces phénomènes-là sont aggravés par l'aménagement du territoire. C'est-à-dire que quand on a construit beaucoup de zones imperméables, des zones commerciales, entre autres, mais aussi du pavillonnaire, le long des cours d'eau, dans le lit majeur en fait des rivières, bien malheureusement on peut s'attendre à ce que occasionnellement ça déborde et que ça inonde ces zones-là. Par ailleurs, en voulant bien faire, en voulant se protéger contre les rivières, on les a endiguées. Et en fait, l'endiguement d'une rivière aggrave ses conséquences, augmente sa puissance parce qu'on canalise le flux, et quand le flux est plus important, malheureusement, quand il fait des dégâts, c'est des dégâts gigantesques comme ceux qu'on peut observer. Donc la leçon qu'on devrait tirer, et qu'on devrait tirer tous les ans, c'est qu'il y a des endroits où il ne faut pas construire, et même il faudrait accepter de démolir, parce qu'on ne peut pas exposer les populations à ce niveau-là. On est prêt à exproprier pour passer une autoroute, pourquoi on n'exproprierait pas pour sauver la vie des gens, comme on a fait pour Xintia, malheureusement un peu tard. Donc le premier acte, ça serait de se poser la question de où est-ce qu'on construit et où est-ce qu'on interdit formellement de construire. Et le deuxième acte, ça serait de se dire, on a trop imperméabilisé, comment on fait pour désimperméabiliser ce qui existe? 50% des communes en France sont en zone inondable, on va pas tout détruire. Donc comment on fait pour s'adapter déjà à ce qu'on connaît, et par ailleurs, pour essayer d'anticiper sur quelque chose pour lequel on va avoir du mal à s'adapter. Alors ça, vous allez nous répondre évidemment sur ce point-là dans un instant, sur aussi la situation à l'heure qu'il est. Frédéric Decker, je vais me tourner vers vous, Jérôme Perrin, parce que vous êtes à pied d'œuvre avec vos équipes depuis hier sur le terrain, dans l'Aude particulièrement. Les évidences, j'allais dire les urgences pour tenter de sauver les vies de ces gens qui sont plus que les pieds dans l'eau, ces naufragés, comment on intervient en priorité? Alors l'urgence, c'est la préservation de la vie humaine, et en cela, c'est pas forcément une intervention de notre part qui va être importante, c'est l'intervention du public lui-même, de savoir prendre des précautions utiles dès qu'on est en vigilance orange, et de se prémunir du risque. Et on entendait très bien la personne qui est passée tout à l'heure, qui disait on a commencé par monter à l'étage de la maison et ensuite se signaler. Ce sont les premières recommandations qu'on peut donner à tout le monde quand on est dans une situation de montée des eaux qui est rapide, c'est d'essayer de se préserver en amont, c'est-à-dire en 3 temps. Le premier temps, c'est de se préserver en montant à l'étage avec un kit d'urgence qu'on peut se composer en mettant de la nourriture de côté, en mettant des vêtements, parce qu'on ne sait pas combien de temps on va être isolé par le phénomène de montée des eaux. On ne sait pas si les secours vont réussir à venir nous chercher pour nous reloger dans un centre d'hébergement d'urgence. Ensuite, le deuxième temps, c'est une fois que c'est inondé puis que le phénomène se met en place, on se signale, on se fait connaître auprès des services de secours en signalant qu'on est dans telle maison, à telle adresse, etc. Voir si on sait que le voisin est coincé aussi, de se signaler. Et enfin, en troisième temps, ça va être rendre ou revenir à une vie civile, j'allais dire normale, en assainissant la maison, et en assainissant lentement, parce qu'en fait la maison elle va être imbibée d'eau, imbibée de boue, et les habitations deviennent vite insalubres dans ce genre de situation. Les services de secours et l'apport que l'on peut faire, nous, dans ce que l'on va apporter, c'est le soutien au service public, le renforcement du service public, et également le soutien aux populations sinistrées. On a des moyens qui vont être déployés des départements environnants avec des moyens lourds, des véhicules, des poids lourds, qui vont venir pour aider aux opérations de pompage, pour pouvoir permettre en fait un retour à une vie normale plus rapide
pour les populations sinistrées. Alors, je vais revenir voir dans un instant parce que vous avez mis le doigt sur quelque chose. Les populations qui sont prévenues qu'il y a cette alerte orange, elles doivent monter à l'étage, elles doivent ensuite se faire connaître, etc. D'accord, mais encore faut-il, j'allais dire, vraiment être prévenues, prendre conscience qu'une alerte orange, c'est pas négligeable, qu'il faut évidemment en tenir compte et donc prendre les dispositions d'urgence. Ça, je vous pose la question dans un petit instant parce que je voudrais qu'on aille sur le terrain à Trèbes, très endeuillé, très touché. Fabien Crombé, vous êtes sur place. Trèbes a payé le prix lourd la nuit dernière. Aujourd'hui, vous êtes avec Laura Lecartier. On voit que derrière vous, les sols sont évidemment extrêmement mouillés. Qu'en est-il avec la nuit qui est largement tombée ? On va vous montrer, déjà pour comprendre, on est dans le centre historique de Trèbes, c'est l'endroit le plus mal situé parce que vous avez le canal du Midi juste au-dessus, vous avez l'Aude qui a totalement sorti de son lit et l'Aude qui a notamment aussi comme affluent l'Orbiel qui lui aussi a fait énormément de dégâts. Donc vous avez cette boue qui reste massive, plusieurs dizaines de centimètres de boue par endroit depuis que l'Aude s'est retirée. Le courant de l'Aude est encore extrêmement fort, on le devine de l'autre côté de cette barrière qui a été qui a explosé avec les voitures qui ont été projetées une à une sur ce quai. Vous le voyez d'ailleurs, cette voiture totalement retournée, écrasée contre un arbre. Ça montre la violence du courant et la violence du choc. Le bilan à Trèbes est de 7 morts, essentiellement de l'autre côté de l'Aude, dans un quartier, le quartier de l'Aiguille, qui n'a absolument pas d'électricité, plongé dans le noir. Tous les habitants ont été évacués. Certains ont tout de même souhaité y passer la nuit. La majorité reviendra demain matin pour constater l'immensité des dégâts ici. Juste une question, Fabien Crombé, avec Jérémy Muller à Trèbes. Là, plus d'activité derrière vous, plus aucune opération de secours à l'heure actuelle, n'est-ce pas, avec la nuit? Non, toutes les opérations de secours se sont terminées avec la nuit. Elles ont commencé très tôt ce matin. Et depuis, l'eau, elle a nettement baissé. Il faut comprendre qu'à peu près, l'eau était à ma taille, ici, à l'endroit où je me trouve, à peu près à mon visage. On le voit sur les traces laissées sur les murs des maisons. Donc maintenant que l'eau a pu s'évacuer, ce sont les plus fragiles qui ont dû être évacués par les pompiers. Mais les plus jeunes, eux, ont pu quitter leur domicile de leurs propres moyens. Fabien Crombé en direct de Trèbes pour BFM TV avec Jérémy Muller. Merci à vous. On mettait le doigt, Benoît Hartmann, sur ce que nous disait Jérôme Perrin, sur l'aspect, voilà, on a la vigilance orange, on prend des dispositions. Sauf que, est-ce qu'on prend conscience, même quand on est dans ce département de l'Aude qui a déjà été touché, dans des zones inondables, est-ce qu'on prend conscience qu'il faut tout de suite réagir et donc prévoir, monter à l'étage, se mettre à l'abri? En fait, vous savez, là, on est en train de parler d'une culture du risque. Donc, il faut avoir la mémoire du risque, la mémoire des événements précédents et connaître les premiers gestes, les premières attitudes à avoir. Regardez ce qui se passe au Japon où on a une culture du risque qui est très développée parce qu'il y a des séismes et du volcanisme. Eh bien, à l'école, des petits, on apprend les premiers gestes, l'encadrement de la porte, se mettre sous la table avec un coussin. Ça veut dire qu'en France, on n'est pas assez touché? Et ça devient des réflexes. Non, c'est pas forcément qu'on n'est pas assez touché, c'est peut-être qu'on prend pas les bonnes mesures après être touché pour se dire, bon, une bonne fois pour toutes, ces zones qui sont inondables, un jour ou l'autre, ça va arriver. Donc il faut donner des instructions claires et obligatoires pour une alerte orange et puis être capable aussi, à 2 ou 3 heures du matin, de déclencher une alerte rouge et quitte, et ça c'est une question que je me pose, quitte à faire retentir des sirènes. C'est-à-dire de se dire, bon bah écoutez, c'est le pire qui peut nous arriver, il y a une lame d'eau qui est gigantesque, et donc tant pis, on va réveiller les gens. Mais en fait la vraie question, elle n'est pas là, donc on se dit, en même temps, on va traiter les causes autant que possible, donc essayer d'éviter l'imperméabilisation, ce qu'on évoquait, mais à la fois, on va habituer les populations à avoir cette culture du risque parce qu'ils doivent savoir, dans les plans de prévention des risques d'inondation, il y a une zone d'aléa qui dit si vous êtes exposé ou pas, exposable ou pas, et à ce moment-là, il n'est pas normal que vous ne soyez pas formé. Vous pensez qu'ils ont réagi trop tard cette nuit? On est passé d'alerte orange à alerte rouge. Frédéric Drecker va nous expliquer les différences. C'est très difficile. C'est très difficile de dire ils ont réagi trop tard. D'abord, tous les gens qui ont réagi sont des gens de bonne volonté, et donc ils ont réagi le plus vite possible. Et sur des événements qui sont aussi catastrophiques, vous savez,
On peut prévoir et on peut s'adapter à beaucoup de choses, mais on peut pas s'adapter à un volcan. On peut pas s'adapter à un typhon et on peut pas s'adapter à 300 mm d'eau qui tombe en 3 heures. Parce que on peut pas adapter les infrastructures. Imaginez comme il faudrait surdimensionner les infrastructures. La plupart du temps, elles serviraient à rien. Donc, ne nous reste plus que cette culture du risque et de se dire, OK, je suis en danger une fois de temps en temps, donc je dois absolument apprendre à faire face. Frédéric Decker, alerte orange, alerte rouge, il y a une vraie différence. Là, on est toujours en alerte rouge, alerte crue en revanche. Expliquez-nous bien la différence et effectivement là ce qu'on vit. En fait, concernant les précipitations, donc bien sûr, c'est une question d'intensité et de volume de pluie qui va tomber sur un tel lieu. Donc il y a vraiment des seuils qui sont définis pour chaque département. Donc bien sûr, près de la Méditerranée, c'est des seuils élevés puisqu'il y a fréquemment ce type d'événement tous les automnes. Et donc c'est à partir d'un certain seuil, hein, quand on passe par exemple 200 mm en temps d'heure, on va déclencher plutôt le rouge plutôt que le orange en fait. Et par contre, les crues, c'est encore autre chose. Là, c'est vraiment Vigicru qui est vraiment axé là-dessus, qui a des postes d'observation un petit peu partout le long des cours d'eau et qui surveille vraiment en temps réel vraiment l'onde de crue en cas de forte pluie justement comme aujourd'hui. Et donc c'est eux qui déclenchent ces vigilances orange ou ces alertes rouges et ensuite Météo France bien sûr relaie cette info. Jérôme Perrin, quand vous entendez Benoît Hartmann sur la sirène pour prévenir justement dans ces zones inondables, dans ces régions où on sait qu'on peut être touché, c'est cohérent, non? Alors c'est... Pour vous qui êtes sur le terrain. Je pense que c'est complètement incohérent. Le moment en fait peut-être se prêtait pas à un déclenchement d'ampleur. Le moment parce que c'était la nuit? Oui. Parce qu'en fait, la nuit, quand on a des routes, des chemins qui sont inondés, on va mettre plus de personnes dans une situation où ils vont être en danger parce qu'ils vont pas savoir. Et là, ce qu'on demande aux gens, c'est de rester chez eux, de se cloîtrer, vraiment de s'isoler, de maintenir en fait, de rester chez soi. On demande même aux personnes dans ce genre de situation de ne pas aller chercher les enfants à l'école pour pas encombrer les routes qui vont servir au service de secours. Et surtout, pour ne pas se faire emporter, comme on a pu le voir, dans un véhicule qui va être emporté par une vague d'eau. C'est la tentation première, hein. C'est à la fois sortir, sauver aussi son véhicule. On se souvient, il y a 3 ans, de la personne qui a voulu aller rechercher sa voiture dans son parking dans le sud, et finalement qui est restée dans le parking décédée. Mais écoutez ce témoignage quand même, cette dame... quasiment centenaire, qui n'a pas été donc alertée, comme j'allais dire les autres habitants de ces villes, Trèbes entre autres. Elle y était et regardez ce qu'elle nous disait tout à l'heure. Cette nuit, je me suis rendu compte de rien. C'est ce matin, quand je me suis levée, que je me suis aperçu ce qui était arrivé. J'ai voulu descendre, mais descendre à moitié escalier, c'était plein d'eau. Alors là, vraiment, et que vouliez-vous que je fasse? Rien du tout, là. Je suis remontée dans ma chambre et voilà, et j'ai attendu que le jour se lève. Ils sont venus, j'étais fermée. C'est eux qui sont montés et qui ont cassé pour pouvoir rentrer. Il n'y avait pas de lumière, ça ne fonctionnait pas. Moi, je ne pouvais pas ouvrir. Et alors, ils ont démoli le volet et pour pouvoir rentrer. C'est eux qui sont venus à mon secours. En bas, tout est à jeter. Le bahut de la salle à manger, il est sans dessus-dessous. Il y a eu des inondations un peu, mais j'ai jamais eu de dégâts. Jamais, 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 jamais. Elle est incroyable, Élise, cette habitante de l'eau de Trèbes, mais on se dit que si elle avait été au rez-de-chaussée, ça aurait été dramatique. Et heureusement, elle était à l'étage. Donc on se dit qu'effectivement, cette prévention avec des alarmes, des sirènes au milieu de la nuit, ça peut aussi aider les gens à monter d'un étage. À condition qu'on ait bien développé cette culture du risque, où on sait que quand il y a une sirène, parce qu'il va y avoir des submersions, c'est à l'étage qu'il faut monter quand vous n'êtes pas dans un mas, hein, parce que malheureusement, il y a beaucoup de constructions qui sont de plein pied dans ces régions-là. Donc, le problème, c'est que si vous ne savez pas quoi faire quand l'alarme sonne, vous n'êtes pas bien avancé, et il ne s'agit pas de prendre sa voiture et aller encombrer les routes au milieu de la nuit. Donc, simultanément, oui, alerter mieux, alerter la nuit, mais être capable aussi de dire des instructions très claires pour dire « mettez-vous à l'abri en hauteur ». On a entendu cette dame, Élise, qui garde le sourire, en quelque sorte. D'autres, beaucoup moins. Vous allez écouter Bruno Jeudi. Je n'ai pas paniqué, mais c'est le fait d'avoir aucune information. C'est un exemple pour la fois d'après. C'est-à-dire pour nous, c'est mort, mais que la fois d'après, quand même, il y ait une radio, quelque chose. Voilà, je suis désolé. Hein, non, mais ça, pas désolé. C'est la seule chose. Et c'est compliqué de faire passer la circulation d'informations en pleine nuit. On a observé quelque chose, c'est quand on mettait des zones en vigilance orange, tout le monde se dit pas ça va passer en rouge, donc voilà, et quand ça passe en rouge au milieu de la nuit, parce qu'on se rend compte que le phénomène qui devait passer reste et devient plus intense,
c'est compliqué d'être non pas réactif, parce que ça, les secours, ils ont été réactifs, mais de faire passer l'information. Bruno Jeudi, il s'est rendu sur place très vite, le Premier ministre Édouard Philippe. Il est allé au contact des habitants, il était avec François de Rugy, le ministre de la Transition écologique. Réaction, j'allais dire, à la hauteur du drame? Absolument, il a bousculé son agenda. Il était ce matin en déplacement à Nantes et après son déjeuner avec le président de la République, il a filé dans l'Aude pour faire une tournée, à la fois rencontrer les responsables de la sécurité et puis surtout les habitants. On l'a entendu, il était assez juste d'ailleurs dans ses dialogues avec des habitants forcément désemparés, durement touchés, avec des victimes. Et surtout, c'était à la fois, j'allais dire, le pompier du gouvernement, à la fois Premier ministre et ministre de l'Intérieur. Il s'agissait aussi de montrer que le gouvernement, il n'y avait pas de vacances en tant que... avec le ministre de l'Intérieur. Au passage, le président et le Premier ministre ont mis de côté le remaniement dont l'annonce devait avoir lieu cet après-midi. C'est repoussé probablement à demain matin, puisque normalement. Le président de la République est également attendu à son tour dans l'Aude. On n'aurait pas compris les choses autrement. C'est assez logique. Ça aurait même été sans doute indécent. Et du coup, le Premier ministre a pris la bonne décision en descendant immédiatement dans l'Aude. Ouais, avec une annonce, entre autres, celle de vouloir accélérer les procédures d'aide aux sinistrés et pour cause. Frédéric Decker, qu'est-ce qui se passe dans les prochaines heures? Qu'est-ce qui se passe dans l'Aude? Qu'est-ce qui se passe à Carcassonne? On sait qu'il y a menace aussi sur Carcassonne. Quand est-ce qu'on peut imaginer une accalmie? Là, pour l'instant, la décrue est quand même amorcée assez largement. Ça continue de monter un petit peu vraiment près de la mer, finalement, le temps que l'onde de crue vraiment descende jusqu'à la mer. Heureusement, le vent se calme également, donc ça va permettre la décrue un petit peu plus rapide au cours des prochaines heures. On attend encore quelques pluies, mais rien de trop méchant finalement. On va quand même surveiller pour la journée de demain la Corse, cette fois-ci, où on pourra avoir des gros orages, des fortes précipitations qui pourraient localement donner des coulées de boue, des inondations. Du côté de l'eau, ça va se calmer. Et ensuite, mercredi, jeudi, on va à nouveau un petit peu surveiller la situation, surtout jeudi et sur le même secteur, c'est-à-dire sur l'Aude, les Pyrénées-Orientales, le Tarn, etc. Là, on pourra à nouveau avoir des intempéries assez marquées. Est-ce que si je parle de pluie de mousson, un peu ce phénomène-là qui a été vécu dans l'Aude, ça ressemble un peu à ça, ce qu'ont vécu ces habitants? En termes d'intensité, oui, c'est vraiment des précipitations extrêmement fortes. C'est ça. Parfois sur des durées assez longues également. Ça peut durer parfois 2-3 jours dans certains cas. Donc ça peut ressembler effectivement à des pluies de mousson. Et ça peut se reproduire encore cet automne? Oui, l'automne n'est pas terminé. On a parfois des cas en novembre comme ça. Donc ça n'a rien d'exceptionnel? Ça se produit tous les ans. On a ce type d'événement tous les ans, plus ou moins fréquent selon les années. On a des années calmes et des années très actives, comme 2014 par exemple, qui était très active. 2015 était beaucoup plus calme. Ensuite, on a des cas parfois jusqu'en novembre, voire début décembre, comme en 2003. Donc on n'en a pas forcément terminé. On n'en a pas forcément terminé. Benoît Hartmann, on a parlé donc de ces alertes, de cette manière peut-être que ce soit intégré vraiment dans l'esprit des Français, comme vous l'avez dit, au Japon, pour pouvoir prévenir, pour pouvoir... Est-ce que globalement, à chaque fois qu'il y a ce type de drame, on en parle dans les médias, on voit les élus qui évidemment s'investissent, le président de la République sur zone demain, mais est-ce qu'on fait vraiment ce qu'il faut continuellement après, rapidement? Écoutez, en France, il y a un dispositif qui s'appelle les plans de prévention des risques d'inondation, les PPRI, où on définit une zone d'aléa. Le problème, c'est que quand on définit cette zone et qu'on ne le fait pas juste au lendemain d'une catastrophe, il y a des pressions qui se font pour ne pas affaiblir la constructibilité sur le territoire. Donc ça, malheureusement, c'est des outils qui ne sont pas très puissants et qui ne sont pas très efficaces. Donc non, on n'a pas l'impression qu'on fait ce qu'il faut. Par ailleurs, parfois, il y a des bonnes intentions qui font le contraire de ce qu'on veut. Quand on se dit, écoutez, on en a assez que cette rivière déborde, on va la canaliser, eh bien malheureusement, quand on endigue une rivière, on peut aggraver les phénomènes au lieu de les faciliter. Donc le problème, c'est que toutes ces zones qu'on a urbanisées et où on voudrait que la crue s'épande, eh bien, elles sont plus agricoles, elles sont artificialisées. Et donc, on ne sort pas de cette situation tous les jours. Très complexe, évidemment, qu'on suivra cette situation. Merci à vous quatre, en tout cas, d'être venus nous éclairer ce soir. Suite de cette édition spéciale avec Bruce Toussaint et ses invités. On est dans l'Aude, évidemment, toute la soirée et demain matin en édition spéciale. À demain. Bonsoir. Bonsoir, Daniela Prépélieu. Bonsoir. Vous êtes spécialiste météo à BFM TV. Bonsoir, Frédéric Decker. Bonsoir. Prévisionniste, météorologue à Météo News. Daniela, est-ce qu'on peut faire un point de la situation ce soir? Il y a encore une vigilance. Exactement. Nous avons toujours un département placé en vigilance
vigilance rouge par les services de Vigicru et de Météo France, c'est le département de l'Aude, car nous avons toujours la propagation de l'onde de crue qui se propage notamment du côté de Laval. Alors plusieurs tronçons restent toujours à surveiller. En ce moment, nous avons les tronçons de la Cesse, de l'Orbieu, le tronçon des Basses-Plaines ou encore de la vallée centrale de l'Aude. Donc vous le voyez, ce département et tous ces tronçons qui restent toujours scrutés sous surveillance, même si la pluie s'est arrêtée à partir de 15h tout à l'heure dans le courant de l'après-midi. Oui, elle s'est arrêtée et elle a repris un petit peu en début de soirée. On voyait sur les images il y a quelques instants le maire de Cuxac, près de Narbonne, qui était effectivement sous une pluie faible, évidemment, par rapport à ce qui est tombé la nuit dernière. Ça veut dire que le risque au niveau des précipitations est écarté ? Pour les prochaines heures, oui, ça se calme heureusement franchement, y compris d'ailleurs pour la journée de mardi. Simplement quelques averses par-ci par-là. Il pleuvra un petit peu plus par contre, un peu plus à l'est, vers le Var, le Gard. Et surtout en Corse. Demain, on attend un épisode pluvieux assez important en Corse. Sur l'Aude, demain, ce sera quand même une nette accalmie. Je vais vous poser la question que tout le monde se pose depuis ce matin. Pourquoi l'alerte rouge n'a pas été déclenchée, celle qui aurait probablement permis aux habitants de se mettre à l'abri plus rapidement et de façon plus efficace? En fait, on a eu la vigilance orange, donc à 16h la veille, qui était déclenchée et qui était tout à fait justifiée. Mais c'est vrai qu'on s'attendait pas vraiment à des cumuls de pluie aussi importants, autant d'heures à l'avance. Finalement, c'est vraiment dans le milieu de la nuit qu'on a vu vraiment que les cumuls de pluie risquaient d'être finalement plus importants que prévu au départ, vers 2-3 heures du matin. Donc c'est effectivement une heure à laquelle la vigilance rouge, l'alerte rouge aurait pu être déclenchée. Mais est-ce que ça aurait changé grand-chose finalement entre 2-3 heures et 6 heures du matin? Pas forcément. Ça aurait peut-être même fourni un effet de panique à la population qui aura pu prendre les routes et finalement s'exposer encore davantage au risque d'inondation. Donc malheureusement, plutôt que 2-3 heures du matin, non, on n'aura pas pu déclencher la vigilance rouge. Les habitants ont été surpris, évidemment, en pleine nuit. Certains réveillés, en effet, dans leur sommeil. C'est le cas de cette dame âgée de 99 ans à Trèbes. Écoutez son témoignage. Cette nuit, je me suis rendu compte de rien. C'est ce matin, quand je me suis levée, que je me suis aperçu ce qui était arrivé. J'ai voulu descendre, mais descendre à moitié escalier, c'était plein d'eau. Alors là, vraiment, et que vouliez-vous que je fasse? Rien du tout, là. Je suis remontée dans ma chambre et voilà, et j'ai attendu que le jour se lève. Ils sont venus, j'étais fermée. C'est eux qui sont montés et qui ont cassé pour pouvoir rentrer. Il n'y avait pas de lumière, ça ne fonctionnait pas, moi je ne pouvais pas ouvrir. Et alors, ils ont démoli le volet et pour pouvoir rentrer. C'est eux qui sont venus à mon secours. En bas, tout est à jeter. Le bahut de la salle à manger, il est sans dessus-dessous. Il y a eu des inondations un peu, mais j'ai jamais eu de dégâts. Jamais, 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 jamais. Voilà pour le témoignage de cette femme de 99 ans à Trèbes. Daniela, le système d'alerte est critiqué, on l'a dit, cette vigilance orange, elle a bien été déclenchée en effet, mais on a l'impression que plus personne ne fait attention à cette vigilance orange. Exactement, il y a un petit peu une banalisation de la part des citoyens de cette vigilance orange. Alors il faut quand même le rappeler, vigilance orange, c'est quand même un niveau de 3 sur 4. C'est extrêmement important de rester vigilant. Ça veut dire qu'il y a des phénomènes météo dangereux. Alors ici, pas de chance puisqu'il y a eu un mauvais concours de circonstances. Les précipitations les plus intenses ont fait du surplace et ce pendant la nuit à partir de 2h du matin jusqu'à 5-6 heures du matin. C'est la raison pour laquelle finalement on n'a pas déclenché cette vigilance rouge dès 2h du matin mais plutôt à 6 heures du matin pour prévenir la population. Donc il faut vraiment continuer de se tenir informé car vigilance orange cela veut dire danger potentiel assez important. Donc c'est la raison pour laquelle il faut rester toujours vigilant. Frédéric, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ces pluies ont stationné au-dessus de ce secteur entre Carcassonne et Narbonne? Quels ont été les effets atmosphériques qui ont provoqué cela? Parce qu'en fait, on avait une dépression, donc une petite dépression, hein, pas très creuse, mais qui se développait dans le golfe du Lion, un petit peu au nord des Baléares. Donc, il fournissait un vent de sud-est sur le secteur. Et le vent de sud-est donc charriait énormément d'humidité, de nuages, de pluie, et qui est venu buter sur la montagne noire, donc un petit peu plus haut, dans le haut du département de l'Aude. Et le résultat, c'est resté bloqué par cette montagne noire, justement. Et donc, ça a donné ces précipitations très durables et très fortes, puisque bien sûr, les nuages sont obligés de remonter le long de la montagne noire, donc de se refroidir et donc de donner encore plus de pluie qu'à basse altitude. Est-ce que les températures élevées qu'on observe actuellement sur la France ont un lien avec ce qui s'est passé
C'est surtout la température de l'eau de la Méditerranée. La température de l'eau, d'accord. Enfin, c'est lié aussi, j'imagine. Bien sûr, évidemment, c'est lié à tous ces phénomènes, à tous ces ex-ouragans qui sont revenus dans le flux et qui sont revenus vers la France. Donc, clairement, l'eau de la Méditerranée est à 20, 22, 23 degrés. Elle se heurte à de l'air froid en altitude. Donc, conséquence, on a vraiment ces cellules orageuses particulièrement intenses, stationnaires. Et donc, effectivement, oui, c'est l'une des raisons, oui. On a parmi les images marquantes de la journée, celle de cette commune de Salvetat-sur-Agou qui a vu carrément une route s'effondrer. On va regarder ensemble. Ça donne vraiment une idée de ce qui s'est passé dans la nuit. C'est quand même assez rare de voir ce genre de phénomène et ce genre de dégâts avec donc le bitume qui s'est littéralement désintégré sous l'effet de l'eau. Là, c'est une vague. Frédéric. Oui, c'est ça en fait, quand on a des très fortes pluies, surtout dans ces départements où il y a beaucoup de végétation au bord des cours d'eau. Donc ça provoque souvent des sortes de barrages en fait, qui finissent par céder quand vraiment la pression de l'eau devient très forte. Et du coup, forcément, ça fournit une vague, parfois très élevée, de plusieurs mètres de haut, qui dévale tout le courant du cours d'eau et bien sûr toutes les villes autour, tous les villages autour. Et forcément, ça provoque des dégâts très importants. Là, on parle vraiment d'une vague. Édouard Philippe s'est rendu sur place dans l'après-midi et il a été interpellé par un habitant. Regardez. Je n'ai pas paniqué, mais c'est le fait d'avoir aucune information. C'est un exemple pour la fois d'après. C'est-à-dire pour nous c'est mort, mais que la fois d'après quand même, il y ait une radio, quelque chose. Voilà, je suis désolé. Non, mais ça, pas désolé. C'est la seule chose. Et c'est compliqué de faire passer la circulation d'informations en pleine nuit. On a observé quelque chose, c'est quand on mettait des zones en vigilance orange. Tout le monde se dit pas ça va passer en rouge, donc voilà, et quand ça passe en rouge au milieu de la nuit, parce qu'on se rend compte que le phénomène qui devait passer reste et devient plus intense, c'est compliqué d'être non pas réactif, parce que ça, les secours ils ont été réactifs, mais de faire passer l'information. Voilà, bien sûr, c'est compliqué de faire passer l'information. Peut-être faut-il changer ce système d'alerte. Peut-être qu'il n'est plus adapté. Il a été créé il y a près de 20 ans, je crois maintenant, à l'occasion de la tempête de 99. Il y a de plus en plus de phénomènes. Alors je pense qu'il faudrait effectivement peut-être réfléchir un petit peu différemment à la vigilance et aussi surtout informer les personnes, informer la population en général, vraiment les former justement au risque météo en France, selon chaque région, par exemple les tempêtes en Bretagne, les fortes précipitations, les inondations dans le sud-est, les avalanches en montagne, etc., etc. Malheureusement, il n'y a pas de formation finalement. On pourrait démarrer très tôt avec les enfants dans les écoles, dire voilà, s'il y a tel événement, il faut réagir de telle façon, mais il n'y a pas encore ce type de choses malheureusement en France. On a vu à l'instant que le Premier ministre était interpellé, j'allais dire, calmement par cet habitant. Vous allez voir dès le début du journal de 22h30 que face à d'autres habitants, ça a été plus compliqué et beaucoup plus tendu. Alors je pense qu'il y a eu des alertes, notamment via les réseaux sociaux, via les SMS, mais il faut savoir que de nombreuses victimes sont aussi des personnes âgées. Donc est-ce qu'elles n'avaient pas accès justement au téléphone portable? Est-ce qu'elles l'avaient éteint? Il y a aussi tout un questionnement là-dessus à se poser. Donc c'est la raison pour laquelle finalement peut-être qu'il y a ce nombre de victimes. Donc la préfecture nous disait c'est souvent des personnes âgées, elles n'ont peut-être pas entendu, elles n'avaient pas le téléphone allumé. Donc voilà, elles s'informent peut-être pas de la même manière que des personnes plus jeunes. On va se retrouver dans quelques instants pour la suite de cette édition spéciale et nous irons à Trèbes, la ville la plus endeuillée par ces inondations.